Bonjour Benjamin Veil. Bonjour Jean-Philippe. Benjamin Veil, philosophe. C'est comme ça que j'ai envie de vous présenter, philosophe. De formation, parce que comme je n'ai pas eu le loisir de soutenir une thèse, je ne peux pas exactement me qualifier de philosophe. Je ne suis pas docteur en philosophie. D'accord. Alors j'ai dit philosophe parce que je recommande vos émissions Punch Life, voilà, où vous décodez des punchlines du rap français à la lumière de la philosophie. Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français, tout un programme. En effet, tout un programme. dont on va parler. Alors avant de rentrer dans l'ouvrage, d'abord, comment on tombe dans le rap ? Alors, comment on tombe dans le rap ? J'ai envie de dire comme dans n'importe quel domaine musico-culturel. C'est-à-dire que j'ai été adolescente dans les années 90. J'ai grandi entre Évry et Corbeil-Essonnes avant d'arriver ensuite dans Paris. Et j'ai transité entre les deux par une famille d'accueil aux États-Unis qui me ramenait une fois par mois dans le Queens. Donc, en 94-95, ça aide en fait à adopter et à les codes et la culture qui me paraissaient être celles qui m'offraient le plus de liberté et de possibilités de pouvoir signifier des choses comme toute adolescente qui peut avoir le sentiment de ne pas être forcément bien à sa place. Et donc, c'était la culture hip-hop et que j'ai retrouvée en France en revenant, parce que c'est vrai que j'ai demandé à une amie d'aller voir le film qu'elle me pensait que j'avais raté. Et le seul film qui passait encore à Saint-Michel, c'était La Haine. Et donc, en ressortant de là, je me suis dit, bon, il se passe aussi quelque chose en France. Et j'ai laissé le rap américain pour me concentrer quasiment exclusivement sur le rap français. Une sorte de nouveau Bing Bang, ça c'est une jolie formule. Alors, on en vient à qui profite le sale. Justement, allons-y. Êtes-vous en colère ? Alors, on ne peut pas dire que j'étais vraiment en colère, même si le titre peut le dire aussi. C'est vrai que c'est une question qui m'est apparue au fur et à mesure, à partir du moment où j'ai commencé à écrire. Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à sentir très vite que le fait que je sois une femme questionne que je parle de rap. Question qui ne s'était jamais posée à moi quand j'étais jeune. Il ne m'était jamais renvoyé qu'en tant que femme, j'étais pas légitime à écouter du rap. Parfois, en tant que pas toujours socialement au bon endroit, oui, mais pas en tant que femme. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup surpris de voir que à partir de 2015-2016, quand je commence à réécrire et à faire les liens, parce que moi, je viens du travail social, donc j'ai beaucoup utilisé la culture hip-hop comme médiation avec des jeunes. Enfin, j'ai beaucoup vu ces effets thérapeutiques, ces effets, j'ai envie de dire presque existentiels aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant longtemps. Et puis quand je commence à écrire justement dessus et à rendre ça un peu plus public que dans une sphère purement médico-sociale, j'ai envie de dire, à partir de là, j'observe qu'il y a un nouveau monde qui s'est créé, qui s'appelle le rap game. Et que jusque-là, je ne connaissais pas, en fait. Parce que j'étais une amatrice, je faisais partie des gens qui allaient dans les soirées, qui écoutaient, qui diffusaient, qui en parlaient, mais qui n'étaient pas forcément dans ce qu'on appelle aujourd'hui le game, c'est-à-dire dans les enjeux financiers. Un écosystème exactement. Complet. Un écosystème avait éclos, que moi, j'avais observé de loin et le monde du social en étant très très loin, justement, quand j'ai commencé à vouloir faire des ponts, j'ai vu qu'il y avait des enjeux financiers, enfin voilà, et qu'il allait falloir que j'essaye de comprendre tout ça. Donc, dans ce monde-là, justement, qui s'appelle le rap game, là, pour le coup, ma légitimité en tant que femme s'est posée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée. Donc, j'ai même d'abord refusé la question. Et puis, j'ai vu que parallèlement, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, notamment autour du 8 mars, sur la place des femmes dans le rap, progressivement. Et puis, il y a eu MeToo. Et puis, il y a eu, on a été plusieurs à vouloir faire quelque chose autour de MeToo. Alors, pas dénoncer ce qui jouait dans le rap, mais en tout cas de pouvoir proposer à travers le rap une façon aussi de s'emparer de ces questions, parce que c'était des questions émancipatoires qui nous paraissaient logiques. Et là, on a senti des choses, en tout cas des mouvements qui étaient assez étranges, notamment de la part de ceux qui tiennent un petit peu ce milieu. Et quand je parle de rap game, c'est donc ceux qui traitent le rap, justement, que ce soit ceux qui le produisent, au sens de la production quasi industrielle, et ceux qui en parlent. Donc le discours, le traitement, c'est des deux côtés. Et c'est là que, moi j'ai commencé à m'interroger un peu, alors notamment autour de l'affaire BFM, pour le coup, le fait que j'aille à BFM et que moi j'ose aller à BFM avec en plus une femme blanche qui va parler du fight Boubacarri Saorli. Et avec le bandeau philosophe expert du rap. Alors là, pour le coup, même dans le milieu, c'était devenu complètement aberrant de faire de la philo sur le rap, alors qu'aujourd'hui, c'est un acquis, finalement. 5 ans, 6 ans après, 5 ans, je sais plus. J'ai un doute, c'est 2018, je crois, donc oui, 5 ans. Mais donc, voilà, il y a cet événement-là où tout d'un coup, on me renvoie aussi donc, beaucoup à mon genre, à une forme d'illégitimité. Sans d'ailleurs
questionner le fait que, enfin voilà, le pourquoi du comment autour de ça. Puis c'est vrai que moi je maintiens aussi que je pense qu'il faut sortir le rap de l'entre-soi du rap game justement, qui ne lui fait pas toujours du bien. Et c'est là que justement en tirant un peu les fils, je me suis dit, voilà, pourquoi tout d'un coup, et notamment dans la période post-MeToo, il y a quelque chose qui s'est renforcé et qui a amené à des imaginaires autour du rap très virilistes. Et ça, moi, forcément, ça correspondait ni à ce que j'en avais vécu, ni à ce que j'en percevais sur le terrain, ni à ce que ça pouvait apporter, en fait. Donc là, je veux dire, l'esprit philosophique qui se réveille au moment où il y a un truc qui colle pas. Donc il y a des paradoxes. Et donc là, j'ai eu envie de tirer le fil et de me dire, finalement, on fait plus du sale simplement pour faire du proprement sale, comme pouvait dire De Speed dans Brooklyn, donc de faire du bon son, au sens presque d'Atlanta. C'est plus du sale pour faire de la surenchère du sale. Et là, il y a quelque chose qui m'interroge et à qui ça profite. Et c'est là qu'en tirant un peu le fil... Et alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on tire le fil ? On trouve que finalement, derrière ces mises en avant de caricatures et stéréotypées, on renforce des représentations assez caricaturales et donc des clichés racistes, finalement, qui ne servent pas du tout la cause et le soft power. Et là, on est aux antithèses de Malcolm X. On est vraiment à l'opposé du prisme, en fait. Donc, on trouve des choses et c'est-à-dire qu'on renforce tous les stéréotypes oui, parce que, en fait, en raison de la surenchère. En raison de la surenchère, par exemple, typiquement, un des aspects qui m'est apparu le premier, c'est que tout d'un coup, le rappeur blanc était devenu le rappeur intellectuel. Alors que moi, dans mon souvenir, le rappeur, c'est l'intellectuel de la bande, c'est l'intellectuel du quartier. C'était celui qui nous apprenait des choses. Alors, qui nous apprenait sans forcément ne pas faire de divertissement, attention, hein, c'est pas forcément faire la leçon que d'apprendre des choses. On pouvait apprendre des choses derrière une punchline, on pouvait apprendre des choses à travers une référence cachée, et justement, tout ça a été un peu lissé. Et aujourd'hui, justement, la figure du rappeur, elle est à l'opposé de tout ça. Et là, il y a quelque chose qui m'interrogeait sur la polarité qui s'était construite en même temps que des nouvelles catégories, comme le rap de Yankee, le rap de blanc, le rap que certains appellent de terre-terre, qui est un truc très condescendant et classiste. Enfin, voilà. Et puis un nouveau public aussi, que je voyais arriver sur Twitter notamment, tous moins de 25 ans, voire, au départ je pensais moins de 30 ans, mais en fait moins de 25 ans, qui ont donc grandi avec Planète Rap, grandi avec un imaginaire du rap qui n'est pas du tout le même que celui de ceux qu'on grandit avec le hip-hop, et qui là, pour le coup, véhiculent des images et des propos et qui vont amener une forme je dirais d'un point de vue un peu politicard, un peu une droitisation forte, on va dire, du public rap. Bien sûr, on gardera en tête qu'Aya Nakamura est aujourd'hui égérie mondiale de Lancôme. Même si elle n'est pas rappeuse. Orelsan, rappeur, pour le coup. Égérie de Dior, quand même. Bref, il se passe quelque chose dans le monde des affaires autour du rap, ça c'est évident. Mais je pense que là, aujourd'hui, tout le monde a compris que le rap rapportait. Là, maintenant, l'enjeu, c'est à quel prix ? Merci Benjamin Weil. Merci.